Voilà, on va avec Christiane Blanco, qui donc est architecte et qui est missionnée à la Pure. On va prendre la suite de cette histoire. Son intervention devait nous faire remonter aux années 1970, mais je crois, Madame Blanco, que vous souhaitez démarrer en 1960, dans l'idée donc du suivi de cette organisation haussmannienne de la ville dans le Paris des années 60. Alors, je vais démarrer un tout petit peu avant. L'exercice que vous m'avez demandé de faire, c'est l'héritage des principes haussmanniens. Or, pour parler d'héritage des principes haussmanniens, à Paris, on est obligé de parler d'une période qui a été une rupture par rapport à cette période haussmannienne, rupture qui démarre globalement avec la Première Guerre mondiale, qui va finir dans les années 70 et qui va marquer un tournant, vraiment une transformation très, très radicale de la pensée sur la ville et de la façon de produire des projets et des transformations. Et à ce moment-là, on a oublié Haussmann. Et à ce moment-là, non seulement on a oublié Haussmann, mais on a refusé Haussmann. Donc la grande transformation qui se passe après la Première Guerre mondiale, c'est qu'on change d'échelle. C'est-à-dire, Bernard a parlé tout à l'heure de 3 millions d'habitants à Paris. Avec les années 20, les années 1920-1930, on a le grand développement de la banlieue. Et avec le développement de la banlieue, on a déjà une première rupture, disons, avec Haussmann, c'est qu'on pense à une autre échelle. Et qu'on commence à penser ce qu'aujourd'hui on appellerait la métropole, qu'à l'époque on appelle l'aménagement de la région parisienne. Et donc vous voyez sur cette image qui est le plan de 1934 de l'aménagement régional, les premiers projets d'autoroutes. Donc on est ce qu'on appelait les autostrades à l'époque, parce que ça venait d'Italie. Autre forme de percée d'ailleurs. Autre forme de percée et en tout cas nouvelle conception de la ville, puisqu'il s'agit de faire des voies non plus comme celle d'Haussmann dont a parlé Bernard précédemment, où finalement il y a tout le monde, il y a toutes les voitures, les piétons, etc. Mais au contraire d'avoir un réseau de voies qui soit dédié à l'automobile, qui soit dédié à une forme de déplacement et qui a pour et à la vitesse, fonction, à la vitesse, et qui a pour fonction non pas de desservir le territoire qu'elle traverse, mais au contraire de le traverser sans le desservir. Donc ça, c'est une première grande rupture qui fait qu'on considère la voie elle-même, la rue, l'avenue, le boulevard, est remplacée par une pensée sur l'autoroute et sur la vitesse. Et donc ceci va avoir, voilà le schéma des années 30, le premier schéma des grandes autoroutes. On voit arriver le périphérique, on voit aussi des voies rapides à l'intérieur même de Paris, la voie express le long de la Seine et ce grand réseau d'autoroutes qui converge vers Paris. Et donc là, on est dans une pensée très différente. Ceci va avoir comme conséquence, après la Deuxième Guerre mondiale, la mise en place d'un plan d'urbanisme directeur qui va être une rupture, là, non plus seulement sur la mobilité, les déplacements, etc., mais une rupture sur la forme urbaine. Le plan d'urbanisme directeur qui commence à être réfléchi en vers 59, qui commence à être dessiné en 62, qui est approuvé en 67, peu importe, est un plan qui propose et qui impose de faire des zones de rénovation urbaine. Donc on n'est plus du tout dans la chirurgie dont parlait Bernard tout à l'heure, on fait des percées et on restructure le tissu urbain en rajoutant des immeubles nouveaux. Et on aligne, Voilà, on aligne, mais on garde la ville ancienne. Il s'agit là, avec le plan d'urbanisme directeur, de secteurs de rénovation. C'est les grandes patates là, que vous voyez sur le plan, au nord, à l'est, etc. On voit d'ailleurs que c'est essentiellement sur les secteurs qui ont été les moins touchés par Haussmann pour rénover la ville, c'est-à-dire détruire les anciens quartiers. C'est donc quand même dans ces quartiers-là aussi, il faut le dire, qu'il y a les quartiers insalubres, tout cet habitat ouvrier qui s'est développé très largement à la fin du 19e et au début du 20e, parfois d'ailleurs construit avec les gravats des travaux d'Haussmann. Bon, il y a une insalubrité, il y a une surpopulation, il y a de la tuberculose qui réapparaît, etc. Et on tire de ça une théorie qui est la théorie de la rénovation urbaine, avec l'idée de détruire totalement les quartiers, donc une nouvelle forme de l'intervention. Parce que rénover, c'est détruire et reconstruire. Là, en l'occurrence, on appelle ça la politique de rénovation urbaine, est à ce moment-là une politique qui est une politique de destruction des quartiers anciens
et de reconstruction avec des formes nouvelles. Ça va être le cas de tout le quartier des Olympiades dans le 13e, ça va être ce qu'on appelait la rénovation Italie, ça va être la place des Fêtes, ça va être Belleville, certains secteurs de Belleville, dans le 20e. Enfin, c'est toute une politique. Et puis, c'est une politique des autoroutes dans Paris. Donc, on a l'axe nord-sud, là, que vous voyez sur l'image de droite, qui prenait le tracé du canal Saint-Martin. Donc, il y avait l'idée de transformer le canal Saint-Martin en une autoroute qui partait de Paris à la porte d'Aubervilliers, qui descendait jusqu'à la porte d'Italie. Et puis, la voie express rive droite, rive gauche, enfin, voilà, qui étaient donc les voies le long de la Seine, ces voies rapides, qui ont été en partie réalisées avec la voie express rive droite. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce qu'on est effectivement dans cette rupture, et cette rupture, elle va amener une réaction dans les années 70 qui va être, alors c'est très connu parce que c'est Giscard d'Estaing qui fait, quand il arrive, quand il est élu président en 1974, qui décide qu'il n'y aura plus de tours à Paris. Et donc ça va être un coup d'envoi pour transformer... Ah, le micro. Ah, d'accord. Et donc, c'est Giscard qui donc est élu président de la République et qui va annoncer que l'on supprime les tours, que l'on ne fait plus de tours à Paris et que donc on fait une nouvelle rupture avec cette ville moderne que l'on a commencé à construire. Alors, Giscard arrive après toute une série, il y a eu des luttes urbaines contre la voie express rive gauche, les gens ont manifesté, il y a eu des manifestations contre la radiale vers Saint-Gétorix. Il y a quelque chose qu'on appelle à ce moment-là les luttes urbaines, qui existent déjà depuis la fin des années 60. Il y a eu des batailles pour qu'il n'y ait pas une autoroute qui vienne remplacer le canal Saint-Martin. Enfin, c'est tout un mouvement social. Et des batailles qui ont été gagnées le plus souvent. Des batailles qui ont été gagnées, puisque le canal Saint-Martin, comme vous le savez, est toujours là. Il n'y a pas d'autoroute sur l'avenue d'Italie. Il n'y en a pas non plus sur la rue de Flandre, je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc, on voit qu'on est là dans une période qui fait que, au fond, ce que vont se poser comme question les architectes et les urbanistes à ce moment-là, y compris avec les services de la ville, etc., c'est, après cette grande rupture, à quoi on revient et comment revenir à la ville. Alors, je fais un tout petit aparté avant de vous parler de ça, sur justement cette histoire des règlements, parce que ce qui se passe avec les années 60, cette rupture, ces tours, etc., c'est quelque chose qui se traduit dans la façon dont on réglemente la ville, dont on gère les permis de construire, les droits de construire. Vous avez ici ce qu'on appelle le gabarit haussmannien, donc je repars de ça. C'est un gabarit qui définit une verticale et une sorte de couronnement, donc c'est un arc de cercle dans lequel il faut faire rentrer sa toiture. Et donc on a comme ça un règlement, ça c'est le règlement de 1859 qui va permettre de fabriquer tous les immeubles haussmanniens. En 1902, on a déjà un nouveau règlement qui est plus permissif. Il est plus permissif à la fois sur les façades. Jusque-là, on était obligé d'avoir des façades plates. On n'avait pas le droit d'avancer sur l'alignement de la rue. Et en 1902, il y a eu là aussi une grande bataille. À la fin des années 1880-1890, il y a pas mal de livres d'architecture et d'architectes qui se révoltent contre le caporalisme haussmannien. Et le caporalisme haussmannien, c'est cette idée de la façade plate, le balcon au 2e étage, le balcon au 5e étage, et qui veulent pouvoir avoir une architecture plus diverse. C'est le style nouille, ça? Voilà, donc ça, c'est Art Nouveau, c'est des immeubles qui sont faits dans le règlement de 1902. On peut avoir des beaux windows, on peut avancer. Et le gabarit, ce que vous voyez en haut, là, ces petits pointillés en haut, c'est qu'on n'a plus un gabarit qui est juste un quart de cercle. Ce gabarit en quart de cercle, il peut monter à 45 degrés. Ce qui fait que tout d'un coup, les immeubles peuvent passer de 5 étages à 6, 7, 8 étages, parce qu'on a donc ce couronnement qui peut prendre des formes différentes. Ce règlement, il va s'appliquer, comme ça a été dit précédemment, jusqu'aux années 60. Il va permettre toutes sortes de choses, y compris l'immeuble de l'Armée du Salut de Le Corbusier, vraiment, qui était l'architecture moderne, est fait dans ce règlement de 1902. Et avec le PUD, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le plan d'urbanisme directeur, on change complètement d'idée. C'est-à-dire que jusque-là, l'autorisation de construire, le gabarit, il est pris à la limite de la rue. Donc ce qui compte, c'est la rue. C'est par rapport à la rue qu'on a un droit de construire. Et avec le règlement de 1967, qui va même être appliqué avant, etc., on sort de cette idée que c'est la rue qui prime.
Et il ne s'agit plus que d'avoir une relation d'un bâtiment à l'autre, quel que soit ce qu'il y a entre ces bâtiments. Et donc, ça donne ce type de gabarit que vous voyez là, où la rue, si par exemple la rue fait 10 mètres, avant, vous aviez droit de construire 12 ou 14 mètres. Et là, si vous reculez le bâtiment, vous gagnez en hauteur. Donc, c'est une incitation à déstructurer les rues qu'on ne considère plus comme étant la base de la ville, comme prioritaire, et au contraire, à avoir des formes beaucoup plus libres des bâtiments, à les avoir avec des implantations très différentes, et donc à aller vers ce qu'on appelle à cette époque-là le plan masse, le plan libre, c'est-à-dire des dispositions diverses de bâtiments les uns par rapport aux autres. Un exemple de rue à Paris Donc il y a comme ça. Alors si par exemple, vous prenez la rue de Vaugirard, par exemple, qui est une rue vous avez sans arrêt ces élargissements où les bâtiments sont plus hauts et on recule. Voilà, parce que quand on recule, eh bien, on gagne en hauteur pour avoir donc cette distance. Donc c'est une façon, par le règlement aussi, de transformer la forme de la ville. On ne prend plus non plus seulement la largeur de la ville, mais la distance entre bâtiments. Donc là, par exemple, on est sur des voies très larges, et donc on n'est plus sur un gabarit qui s'arrête à 20 mètres, par exemple, avec une corniche à 20 mètres jusque-là, mais plus la rue est large, plus on peut monter. On a ça, par exemple, le long du canal Saint-Martin, qui lui est resté, mais où on s'est mis, à gauche, c'est l'immeuble du Crous, par exemple, en haut du boulevard Saint-Michel, où on voit cette différence de gabarit. Donc on se demande comment ça a été rendu possible, quand même. Ça, voilà, par le règlement dont je viens de vous parler, au fond, c'est deux lignes qui disent qu'au lieu de prendre la largeur de la rue, on prend la distance entre les bâtiments, et ça a fabriqué une transformation très forte du paysage urbain. Et puis l'autre chose, c'est qu'on pensait adapter la ville à la voiture, et donc on n'avait pas non plus de respect pour les places parisiennes, etc. Ça, c'est des photos des années 50, 1954, faites par la préfecture de police, où on voit comment toutes les places de Paris étaient devenues des grands parkings. Donc vous avez en bas à droite la place Vendôme, etc. Donc on voit qu'on est sur un système où la ville existante n'est pas considérée pour ce qu'elle est à ce moment-là. Alors, c'est bien ça, le grand tournant des années 70, c'est de dire, à partir du moment où il y a eu toute cette période de lutte, etc., à quoi on revient ? Eh bien, on revient à la ville existante, on revient à partir d'une analyse, ça c'est des pages de Paris Projet, donc la revue de la Pure du milieu des années 70, quand on préparait le nouveau plan d'occupation des sols, où on réanalyse et on regarde à nouveau la ville existante pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle offre. On refait l'histoire des règlements. Enfin, tout ce qu'on vous a raconté là, il y a beaucoup de choses qui viennent de cette période. On réétudie le tissu urbain, les îlots, les parcelles, etc., pour essayer de comprendre comment on va pouvoir faire un nouveau règlement et passer à une nouvelle période de transformation de la ville, mais qui soit beaucoup plus respectueuse de son histoire que la période précédente. Et donc, ça va donner le plan d'occupation des sols, avec un plan qui est au fond assez mimétique, au contraire, de la forme. Vous parlez de celui de 77 ? Oui, je parle de celui de 77. Donc il est préparé à partir de 74, il est approuvé en 77. Et donc il va être très mimétique des formes urbaines existantes. Et on est toujours sous le régime de ce poste ? Depuis, il y a eu des révisions de ce poste. On est passé y compris à ce qu'on appelle maintenant le PLU, mais on est toujours dans cette logique, c'est-à-dire dans une logique qui privilégie la rue, qui revient à cette idée ancienne, que la rue prime sur tout le reste pour fabriquer le gabarit et les droits de construire. Donc aujourd'hui, dans Paris, si vous reculez votre bâtiment par rapport à la rue, vous avez moins de droits de construire que si vous construisez à l'alignement. De ce point de vue-là, on est revenu complètement à la conception haussmannienne, qui est que c'est la rue qui crée de la valeur. Haussmann appelait ça la théorie des dépenses productives. On fait des rues pour fabriquer de la valeur pour les terrains qui bordent ces rues. Et à partir de là, on peut construire. Et plus on est le long de la rue, à l'alignement, et plus on a le droit de construire. Aujourd'hui, dans Paris, c'est ça. On a une bande de 20 mètres où on peut construire beaucoup plus. Et quand on est à l'intérieur de l'îlot, on a beaucoup moins de droit de construire. Donc on revient de ce point de vue-là, à ce moment-là, et on est toujours dans cette histoire-là, à la rue, à la primauté de la rue pour constituer la ville. Alors ce gabarit, il va y avoir aussi, alors là, je pense qu'on peut peut-être beaucoup plus le discuter, en tout cas ça s'est beaucoup discuté à l'époque, à des formes d'architecture qui sont un peu néo-haussmanniennes. Enfin, il y a cette idée
on revient finalement à aussi une architecture plus classique, avec la fenêtre verticale, avec des toits, voilà, ou des faux toits. Bon. Donc, et puis, on a aussi toutes sortes d'architectures qui se développent à ce moment-là. Donc, on n'est pas, de ce point de vue-là, revenu à Haussmann, c'est-à-dire on n'a pas d'uniformité architecturale. Par contre, on a une uniformité de volume, de raccord aux voisins, de mitoyenneté qui revient quelque part à la façon de construire qui était celle du 19e siècle, même si les architectures, elles, gardent tout le vocabulaire de l'architecture moderne et ne sont pas forcément uniquement du néo-haussmannisme, même si on a beaucoup critiqué certains bâtiments qui, eux, l'étaient trop. On prend par exemple ce type d'architecture qui est un immeuble de Renzo Piano, donc d'un grand architecte, puisque c'est un des auteurs de Beaubourg, du Centre Pompidou et de l'IRCAM, qui fait dans le 19e arrondissement à côté d'une école. Et donc on voit qu'on est à la fois dans quelque chose de très aligné, de très proche des gabarits anciens, et à la fois dans un vocabulaire architectural extrêmement contemporain, avec des matériaux tout à fait contemporains, etc. Donc ça, c'est un peu pour vous parler de ce PLU. Et puis on va essayer d'avoir une première reconquête vis-à-vis de la voiture. Et cette reconquête vis-à-vis de la voiture, elle va commencer par le canal Saint-Martin. C'est un peu... Voilà, on avait voulu le transformer en autoroute. Et on voit à gauche, alors je ne sais pas si vous voyez très bien l'image de gauche, on voit qu'il y a des voitures garées jusqu'au bord du quai. Hein, et on voit que, et ça c'est un des premiers travaux qui sont faits après le poste, c'est-à-dire à la fin des années 70, début des années 80, la reconquête des quais. C'est-à-dire à nouveau cette idée du plaisir de la promenade. Et là, on est quelque part aussi dans une continuité avec la ville haussmannienne, de retrouver dans cet espace public, non pas seulement la voiture, mais tout le monde. Faire de la place pour les piétons, après, plus tard, on fera plus de place pour les bus, les vélos, etc. Mais il y a cette idée que la rue, elle est pour tous les usages, et que donc, il y a cette nécessité de revenir à un partage plus équitable de la rue. Et à la promenade. Et donc à la promenade. Et donc, de la place de la voiture, de la réduire par rapport à ce qu'elle a été dans la période précédente et que je vous ai montré. Alors, très vite, pour illustrer ça, j'ai pris l'exemple du nord-est parisien parce que, voilà, c'est le bassin de la Villette, la rue de Flandre, l'avenue Jean Jaurès, une patte d'oie très, très connue. Si vous regardez bien cette image, elle est assez ancienne. Et on voit que le bassin de la Villette, à l'époque, on est au milieu des années 70, c'est un port en déshérence. Il est fermé au public, personne n'y va. Il n'y a pas d'arbres, il y a même des clôtures. La rue de Flandre, que vous voyez à gauche, a été à moitié éventrée, ou 2/3 éventrée pour préparer l'arrivée d'une autoroute. On voit qu'elle est élargie ici déjà à 50 mètres, et celle que l'on voit ici, c'est l'avenue Jean Jaurès. Donc, on voit qu'on est là dans un secteur où on a à la fois beaucoup d'immeubles des années 60, vous voyez ces tours et ces barres assez hautes, et des parties éventrées qui sont le résultat des années 60 et, voilà, et un port en déshérence. Et donc, c'est sans doute cette partie-là de la ville va être très emblématique dans les années 80 de ce retour à la ville et un peu, quelque part, ce retour à Haussmann et à ses principes. Donc, donc ça se traduit par ce qu'on appelle le plan-programme de l'Est parisien, qui est, à l'époque, Chirac a été élu maire de Paris en 77. On est à la fin de sa première mandature. Il prépare sa deuxième mandature de Paris. Et donc, il fait un plan-programme de l'Est qui, quelque part, a quelque chose à voir avec une nouvelle série de grands travaux. Et donc, sur le bassin de la Villette, qui est donc un espace assez, je vous l'ai dit, assez en déshérence, bordé de choses assez disparates, il va y avoir donc un premier projet qui va se baser sur justement cette valorisation d'un site qui est absolument incroyable, que personne ne connaît à ce moment-là, où quasiment personne ne va, sauf quelques pêcheurs. Et donc, on va s'appuyer sur les images anciennes de ce bassin de la Villette qui était donc avec une image arborée du début du 19e, pour fabriquer un projet. Et c'est en cela ce projet, moi je dirais, est assez haussmannien. C'est-à-dire qu'il part de l'espace public, il part de la valorisation d'un site, comme on était parti à l'époque d'Haussmann sur je fais le parc des Buttes-Chaumont dans les anciennes carrières pour faire autour un quartier. Et là, on part de ce port en déshérence pour faire une nouvelle grande promenade. Donc vous avez là des images qui sont assez anciennes, même à droite, puisqu'elles viennent
du moment où on a quasiment fini l'aménagement des quais. Et donc, à partir de ce lieu revalorisé par les plantations d'arbres et la mise en place de la promenade, va se développer à partir de là un projet autour qui va être ce qu'on appelle la ZAC, la zone d'aménagement concerté du bassin de la Villette, qui va proposer une transformation des immeubles. Deuxième élément qui va avec toujours dans les aménagements d'espace public, c'est la place Stalingrad, qui était, vous voyez à gauche, occupée par une gare de bus, etc. Et où on supprime la gare de bus et on fabrique un grand espace public qui fait qu'on a à nouveau une relation entre la rotonde et c'est la rotonde de Ledour. Vous voyez, le bassin de la Villette est à droite. Vous voyez le métro aérien qui passe juste derrière la rotonde. Je ne sais pas si c'est... Voilà, ici, on a le métro aérien, la rotonde. Il y avait une gare de bus entre la rotonde et le bassin. Ce qui fait que personne, quand on était au bord de la rotonde, on ne voyait pas qu'il y avait le bassin de la Villette de l'autre côté. Donc ça, c'est une photo des années 1975-1976. Et donc, le projet, là aussi, vise à fabriquer une grande place sur ce lieu. À partir de ce travail sur l'espace public, va se développer un travail sur les îlots riverains. De ce point de vue-là, on n'est pas dans la percée, etc., mais on est dans cette idée de la chirurgie urbaine, de la couture. Donc vous voyez, toutes les parcelles qui sont un peu plus foncées là sur l'image sont celles où on a des immeubles neufs. Donc il y a tout un travail de remodelage, si on veut, des parcelles, des îlots autour, pour fabriquer une nouvelle ville, à installer du logement, souvent sur des parcelles où il y avait des anciens entrepôts, il y avait encore des marchands de charbon, etc., à ce moment-là, sur le bassin de la Villette. Et puis, il y a cette idée, donc, là aussi, assez dans la droite ligne du 19e siècle, de la recomposition des façades. Avec, vous voyez en violet, donc les façades en gris sont celles qui existaient, assez disparates, avec des choses qui avaient 10-12 étages des années 60, des petits bâtiments, et puis il y a cette recomposition des façades avec un nouveau gabarit qui est mis en place. Et donc, à partir de là, on va avoir toutes sortes d'architectures qui vont venir s'installer. Je vous les passe très vite. Quelques images de ces nouveaux gabarits où on est là aussi à l'alignement avec des couronnements, avec des terrasses. Donc là, sur le bassin de la Villette, c'était un règlement qui demandait qu'il y ait plutôt des toitures terrasses en retrait que des toits. Donc, de ce point de vue-là, c'était un peu une nouvelle esthétique. Et y compris qui déborde jusqu'à la rue de Flandre, puisque certains immeubles traversent entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est un peu le premier exemple dans la lignée de la théorie des dépenses productives d'Haussmann, de comment, à partir d'un site, on peut revaloriser la ville. La deuxième chose, c'est l'avenue de Flandre. L'avenue de Flandre qui devait être une autoroute, à moitié, là c'est une image pareille de la fin des années 70, du tout début des années 80, où on voit qu'elle est en partie élargie au premier plan, avec déjà des bouts de plantation d'arbres qu'on avait mis là en attendant. Et puis au bout, on voit qu'on a des immeubles, le gabarit ancien, qui était en gros à 20 mètres et qui n'est pas encore fait. Alors la première chose il y a eu un grand débat au milieu des années 80 pour savoir est-ce qu'on finit d'élargir la rue de Flandre. Parce que dans ce grand traumatisme des autoroutes des années 60, tout d'un coup, finir l'élargissement de la rue de Flandre, c'était comme si on était encore dans l'autoroute. Et donc, il y a eu tout un débat au sein de la ville de Paris, entre les différents services, etc., pour savoir s'il fallait finir d'élargir la rue de Flandre ou pas. Et ce qui a emporté un peu la décision était justement une référence à Haussmann. Une référence à ces grands boulevards avec des terre-pleins centraux plantés, et de dire on peut faire un grand boulevard de 45 mètres de large qui ne soit pas une autoroute et qui ait les qualités des grandes voies haussmanniennes. Et là, la référence à Haussmann, elle était explicite. Vous voyez même dans les dessins, ça on ne vous les a pas montrés avant, mais le dessin et la manière de dessiner les arbres et tout sont carrément empruntés aux promenades de Paris publiées en 1889. Qui retrace les travaux d'Haussmann. Et c'est un clin d'œil. Voilà, c'est un clin d'œil et c'était une façon aussi d'emporter une sorte de décision de faire de cette avenue un grand boulevard planté. Les parties que vous voyez en jaune sont les parties où il fallait encore démolir, c'est-à-dire quand même c'est un bon tiers de la voie,
ce qui était assez important. Alors, il y a eu plusieurs projets d'élargissement, je passe très très vite. Vous voyez en haut cet état actuel du travail au début des années 80, où on voit avec un trait noir ce qui est le futur alignement, et puis on voit en dessous le premier projet, et vous allez voir ensuite ici ce qui a été le deuxième. Donc là, on est sur la partie basse de la rue de Flandre, la partie au sud, et on voit qu'il y a eu finalement un travail pour décaler, c'est-à-dire on n'a pas pris l'alignement strict, on est revenu un peu en avant sur les bâtiments des années 60 pour pouvoir justement recomposer la ville, c'est-à-dire avoir assez de place pour, par exemple, construire un nouvel immeuble ici qui conservait celui-là, parce que si on avait été un peu plus loin, c'est-à-dire aligné ici, on aurait dû le supprimer, on aurait dû le casser. Donc il y a eu tout un travail de recomposition, et je trouve que l'image de la chirurgie qui était utilisée par Bernard tout à l'heure est tout à fait adéquate pour voir comment on vient mettre une ville et des bâtiments nouveaux qui vont se recomposer avec les bâtiments plus anciens. Même chose au nord, où on voit qu'on avait des ensembles des années 60 ici assez comment dire, torturés, etc. Et un alignement qui ne permettait pas de reconstruire devant. Et finalement, le travail a été fait pour revenir devant en avançant l'alignement. Voilà, je passe très vite. Et puis un concours d'architecture pour faire cette voie avec ces grandes plantations. Et donc voilà quelques images. On ne l'a pas élargi alors. Finalement, on l'a élargi totalement. On est passé de 20 à 45 mètres. Et aujourd'hui, l'avenue de Flandre, qui est passée de la rue de Flandre à l'avenue de Flandre, parce qu'on a changé de nom, est une voie totalement élargie à 45 mètres avec un grand terre-plein central. Vous voyez ici des images. Je croyais qu'on craignait de l'élargir. Oui, eh bien, donc il y a eu un débat et on l'a élargi. Et on l'a élargi et on a eu comme ça 2 zones d'aménagement au nord et au sud pour finir les élargissements, faire le terre-plein central. Et donc, si vous allez aujourd'hui sur l'avenue de Flandre, vous pouvez vous promener sur un grand terre-plein central planté. Là, les arbres sont au début et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus grands. Très vite, la rue Armand Carrel, je vous la passe très vite, c'est la fin d'une percée haussmannienne. Les buts de Chaumont sont là, la place Stalingrad est là, et entre les deux, il y avait un morceau de la rue Armand Carrel qui n'avait jamais été fini. Donc voilà les petites images C'est une rue qui a eu beaucoup de mal à se percer, puisqu'en 1938, on est encore en train de percer son 4e morceau. Et donc, il va y avoir un projet, donc voilà l'état avant le projet, pour finir la percée de la rue Armand Carrel et en même temps restructurer. Donc là, on est vraiment dans la chirurgie dont on parlait tout à l'heure. C'est comme l'avenue de l'Opéra en tout petit et en beaucoup plus modeste, de recomposition. Et donc, on voit ici l'image avec la rue percée, plantée, etc., avec ces nouvelles constructions. Juste, dernier élément, c'est autour du parc de la Villette, la même chose. C'est-à-dire que le parc de la Villette est ici et on voit comment, sur des terrains qui étaient occupés par des entrepôts, RATP, etc., il y a une restructuration qui passe par la création de nouvelles voies publiques et une recomposition du tissu urbain. Donc on est là aussi dans la même chose, avec en rouge ici les parcelles qui ressemblent un peu à ce que Bernard montrait tout à l'heure en bleu autour de l'avenue de l'Opéra, cette recomposition de la ville. Donc voilà l'image avant. Et voilà un peu l'image après de ce secteur et de ce quartier autour du parc de la Villette. Voilà, donc ça c'était un peu pour... j'en ai terminé, c'était un peu pour vous montrer comment on avait finalement, avec pas mal d'opérations, fait une recomposition totale d'un secteur, effectivement avec toujours l'idée de cet héritage du 19e siècle et de la période haussmannienne. Et donc voilà, ça c'est la grande maquette qui avait été faite à la fin des années 80, qui montre en blanc tout ce qui est ce travail de couture, de couture urbaine. On a quand même le sentiment que les séquences urbaines sont très courtes et qu'il s'agit de réparer les erreurs de ceux qui vous ont précédé et que la ville n'en finit pas de changer. Et que... C'est bien comme ça, on a du travail tout le temps. Absolument. Mais l'esprit d'Haussmann est encore là, vous diriez ? C'est toujours un débat. Si on prend vraiment ce qui est aujourd'hui l'esprit du règlement, par exemple, on est encore sur cette idée, de la ville à partir d'un espace public, à travers d'un réseau de voies, de promenades. Peut-être que les trams vertes et bleues aujourd'hui sont finalement la réinterprétation des grandes promenades
haussmannienne. Et enfin, on peut être moderne, contre, on peut être oui, moderne avec par contre, je Haussmann. crois qu'on n'est plus du tout dans la lignée d'Haussmann du point de vue de l'architecture. On n'est plus du tout dans la lignée d'Haussmann, dans cette idée qu'il y aurait donc une espèce d'architecture officielle qui serait assez régulière et assez simple et assez sage. Voilà. On n'est plus du tout là-dedans. Et aussi sur la forme des îlots. Je pense qu'on a aussi intégré aujourd'hui l'îlot ouvert, les grandes cours qui ouvrent sur les rues. Enfin, voilà. Donc, oui, on est quelque part encore dans l'héritage haussmannien et on est aussi dans l'héritage de toutes les autres périodes qui ont suivi Haussmann. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est plus dans quelque chose qui est capable de faire toutes sortes de synthèses entre les différentes périodes de développement de la ville depuis le 19e siècle. Merci beaucoup, Madame Blanco.